Bonsoir, bienvenue au centre de l'universalité pour une autre soirée rencontre avec Daniel Kemp. Cette semaine, j'ai lu le dernier livre de Daniel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, qui seraient ici pour peut-être la première fois, il n'y a pas d'autre terre, il n'y a pas d'autres hommes. Je pense que ce soir, le titre de la conférence, c'est Une société nouvelle ou un monde nouveau. Et ce livre-là, qui est très simple, peut aider l'homme, je pense, à simplifier ce que c'est l'homme nouveau. Alors, ceux qui, des fois, seraient intéressés à lire quelque chose dans les semaines qui viennent, là, je vous l'encourage. Euh, Daniel, ben, c'est un bonhomme assez spécial. Moi, je le connais. Je pense qu'il est capable de rendre simples les mystères qui sont quand même assez complexes. Et ce soir, on a encore la chance de l'avoir avec nous pour une autre conférence qui va porter sur la société nouvelle. Sans plus tarder, je vous présente Daniel Kemp. Daniel, à ma souvenance, on avait fait une conférence cet été ou à la fin de l'été sur une société nouvelle, une monarchie. Et ce soir, on continue on continue tout le temps, je veux dire, ça ne donne rien de revenir en arrière, mais sur un monde nouveau. Je serais tenté à dire, bon, l'homme ancien ou même l'homme nouveau qui va entrer dans cette société nouvelle-là ou qui déjà est nouveau ou transitif, comme tu l'appelles des fois, mais qui, vu que la société n'est pas déjà en place, alors il y a à vivre avec ce qu'il faut qu'il vive. Ben, cette semaine, on avait l'exemple de la navette spatiale, je pense, Challenger, qui a explosé. Et comment l'homme nouveau réagirait à un événement comme ça? Tu sais, quand on pense que à c'est-à-dire 1 minute et 8 secondes, des gens existent, 1 minute, 2 secondes plus tard, je veux dire, sont complètement désintégrés en atomes. J'ai remarqué des professeurs cette semaine qui me disaient dans les basses classes comment des événements comme ça, je veux dire, affectent les enfants, tout ça. Alors, comment un homme nouveau voit ça, un événement comme ça? Ben, premièrement, l'homme nouveau le voit comme l'homme ancien, par ses yeux. Deuxièmement, il a la faculté, comme l'homme ancien, de le voir aussi par ses sens vitaux et astraux, c'est-à-dire par le sens de la psychologie, ainsi que par le sens de la vie. Certaines personnes qui n'étaient pas au courant de l'explosion de la navette spatiale ont soudainement senti quelque chose de bizarre chez eux, une perturbation chez eux. Et c'est une perturbation dans l'énergie vitale causée par une explosion suffisamment grande qui détruit instantanément le corps physique, le corps vital ainsi que le corps astral de personnes qui sont directement reliées à l'évolution du Canada, donc du Québec. Parce que génétiquement, sanguinement, les Américains des États-Unis d'Amérique sont de la même race que les Canadiens et énergétiquement, ils sont aussi de la même race que les Québécois. Alors, ce qui fait qu'une disparition aussi puissante et violente que l'explosion d'une puissance aussi grosse qu'une bombe à hydrogène, une petite bombe nucléaire, disons, mais sans l'effet radioactif, ne peut faire autrement que perturber l'énergie vitale de l'Amérique du Nord. L'homme ancien a plusieurs personnes anciennes, transitives et nouvelles ont vu à la télévision en direct l'explosion du Challenger. Qu'est-ce qui se passe lorsque des personnes meurent comme les 7 astronautes? Il se passe exactement ce qu'on a toujours enseigné dans les antiques religions. Il se passe que les personnes qui meurent de cette façon s'en vont directement au ciel. Mais j'emploierais un mot différent du ciel, parce que ce n'est pas nécessairement le ciel tel qu'il est enseigné par l'antique religion, mais une mort de cette façon libère immédiatement l'esprit de tout assujettissement planétaire. C'est-à-dire que celui qui a une tendance à vouloir s'exprimer par l'évolution du corps humain se retrouve complètement libéré, exactement comme s'il avait fini son travail planétaire. Mais il ne l'a pas fini, il va devoir revenir. C'est-à-dire que dans une explosion par le feu, aussi violente que celle d'une torpille, parce qu'on sait que pendant la dernière guerre mondiale, on avait des Japonais qui se mettaient à cheval sur les torpilles, qu'on lançait vers les bateaux britanniques et américains, et ils dirigeaient la torpille pour être sûr que celle-ci arriverait à frapper le bateau. Aujourd'hui, on a laissé ça au robot. Lorsque le Japonais mourait dans l'explosion de sa torpille, il s'en allait directement à la même place où sont rendus les 7 astronautes du Challenger.
Lorsqu'un kamikaze, lorsqu'un Japonais pilotait un avion suicide, explosait avec son avion sur un bateau ennemi, il se retrouvait aussi là où la philosophie nippone le prétendait, dans le ciel ou dans le nirvana. On a plusieurs classes de ciel. On a un ciel, un paradis, on a un nirvana qui n'est pas exactement la même chose que le ciel de la religion catholique. Et tous ces phases de ciel, de paradis, se retrouvent dans la mémoire planétaire, donc dans l'âme de la planète. C'est le ciel dont parlait le Nazaréen lorsqu'il faisait référence aux cieux et au ciel. Lorsque le corps physique est totalement détruit, il libère automatiquement la vie, c'est-à-dire il libère automatiquement l'énergie vitale, donc la vie quitte le corps. Lorsque le corps physique est totalement détruit par une explosion avec du feu, donc comme celle de la navette spatiale entre autres, le corps vital est automatiquement détruit parce qu'il est d'ordre vibratoire similaire au feu. Lorsque le corps vital est détruit, le corps astral, la psychologie ou l'âme de la personne se trouve totalement libérée. Alors elle va commencer une période de phase purgatorielle où différents aspects de sa constitution vont être digérés par les mêmes aspects planétaires. Dans une explosion comme celle de la navette Challenger, le corps astral ou l'âme même des personnes a été totalement détruite aussi, ce qui libère instantanément l'esprit. Et normalement, l'esprit se voit libéré après la phase purgatorielle. C'est-à-dire que l'ego, l'âme, l'astral, la mémoire de la personne, l'identification de la personne va suivre un processus de digestion planétaire de façon à ce que l'expérience de la personne qui est morte puisse servir à l'évolution de la planète entière. Lorsque chaque parcelle de la vibration de la constitution de l'âme ou de l'ego est assimilée par la même forme d'énergie planétaire, l'esprit se retrouve dans une phase où l'âme vit dans un cadre beaucoup plus spirituel. Parce qu'il faut savoir que l'âme est digérée de façon matérielle au début. Donc, ce sont ce que l'antique religion appelle les basses passions, les passions animales, les péchés, qui vont être les premiers assimilés. Suite à cela, on aura le contexte moral chez l'âme, qui vit aussi une phase purgatorielle où cela va être digéré. Suite à cela, on rentre dans la phase spirituelle où l'âme va être assimilée par l'âme planétaire pour aller nourrir la spiritualité de notre planète. Lorsque toute la phase purgatorielle est terminée, l'esprit se trouve complètement libéré pour rejoindre le plan d'où il vient. Et la plus basse expression pure des plans de l'esprit est le plan supramental. On peut l'appeler le plan christique ou le plan de l'Esprit Saint, donc le plan d'énergie supramentale. Présentement, l'esprit de ces 7 astronautes ont été complètement libérés, alors ils ont libéré des phases purgatorielles, infernales, s'il y avait lieu. D'ailleurs, on n'a plus tellement de phases infernales à long terme. Le purgatoire noir, disons, est extrêmement limité maintenant chez l'homme, sauf dans certains contextes de pays. Mais comme les 7 astronautes, de par le fait de toute façon qu'ils étaient astralement en train de travailler pour la communauté nord-américaine et sinon la communauté planétaire, parce que souvent on va critiquer les missions spatiales, alors que dans le domaine médical, on a énormément d'inventions qui servent aujourd'hui à sauver des vies, qui viennent de la recherche de l'aérospatiale. On a différents véhicules, on a différents systèmes antipollution, on a différents systèmes de cuisson comme le micro-ondes. On a énormément d'inventions qui présentement servent autant à la médecine que l'éducation, que le confort et la sécurité publique, qui sont directement issus des programmes spatiaux. Alors, c'est sûr que si on parle de milliards de dollars qui sont investis là, si on ne regarde que le fait de placer des navettes armées pour protéger les États-Unis, ce qui est déjà une bonne chose en soi, on ne peut pas concevoir l'intelligence de l'aérospatiale. Si on demande à l'homme nouveau s'il est pour ou contre l'aérospatiale, ben, il va évidemment étudier tous les effets secondaires positifs de cette recherche et il est bien évident qu'elle doit se poursuivre. Est-ce qu'elle doit se poursuivre d'une façon militaire? Ça, c'est quelque chose d'autre, c'est une autre question. Mais elle se doit de se poursuivre. Les personnes qui sont mortes vont revenir dans un contexte social beaucoup plus évolué, dans une société nouvelle, pour se rapprocher du thème de la conférence de ce soir, et disons dans des corps drôlement plus évolués, parce qu'ils sont
pas mal plus libérés que la majorité des personnes qui auront à poursuivre les phases de mortalité conventionnelles reliées aux mortels avec la phase purgatorielle qui va suivre. Alors, comment l'homme nouveau voit ça? Il voit ça comme étant une chose tout à fait normale. L'homme matériel, dans la phase expérientielle de son évolution actuelle, est un être qui meurt et qui naît. Le fait de dire que telle personne, si elle ne serait pas morte dans cette explosion, aurait vécu encore tant ou tant de temps, c'est faux parce que la preuve, elle est morte dans cette explosion. L'homme essaie souvent de créer un nouveau monde illusoire, psychologique, émotif, dans lequel aurait pu se poursuivre quelque chose, tandis que la réalité a fait que ça s'est poursuivi ailleurs. Alors, ce qui s'est passé parce que ça se devait de se passer ainsi. Ça va instruire la NASA, entre autres, qui est un organisme suffisamment ésotérique, qui ont eu des relations avec des plans extraterrestres, que ce soit au niveau des ovnis ou d'autres choses. Et ceux-ci, comme l'homme qui se conscientise, parce qu'on a énormément d'hommes nouveaux au niveau de la recherche de l'aérospatiale ainsi que de l'astrophysique, ou d'hommes transitifs, pour employer un terme peut-être plus juste. Et ceux-ci savent très bien, comme l'homme qui se conscientise apprend un jour à ses dépens, j'en ai parlé souvent dans les conférences, que lorsque tout semble aller bien, très bien, trop bien, c'est là qu'il faut se surveiller et mettre une énergie de surveillance comme on n'en a jamais mis. Alors tout allait bien au niveau du déroulement du programme spatial jusqu'à un moment donné où quelque chose dans l'organigramme de surveillance de la NASA a été relâché. On a déjà un exemple de relâchement, les sièges éjectables des navettes qui ont été éliminés, parce que sans doute plus nécessaire. Peut-être que l'ordinateur aurait pu éjecter les astronautes, parce qu'évidemment, ce n'était pas les astronautes qui s'éjectaient, c'est l'ordinateur qui les catapultait. Il peut réagir au 100 millième de seconde, mais l'homme ne peut pas. Alors, on a fait certaines choses, on a commencé à laisser aller certaines choses parce que tout allait bien, et là, ils ont appris à leurs dépens qu'il ne faut pas se lâcher. Le repos n'en prend pas quand on fait quelque chose ou on va vers l'avant. Alors, c'est une expérience qui va instruire le monde. C'est une expérience aussi, si on regarde cosmiquement, pourquoi une intelligence aurait permis ce genre d'incident. La nation américaine et canadienne, ainsi que la majorité de leurs alliés, vont être de cette façon beaucoup plus en communication émotive et psychologique, c'est-à-dire que cela va raffermir le rapprochement entre différentes nations parce que le programme spatial américain permet à des astronautes français, canadiens, britanniques, etc., de pouvoir en faire partie. Alors, ce qui fait qu'un incident comme celui-ci rapproche encore. Un peu comme lorsqu'on parlait du terrorisme mondial. À quoi sert le terrorisme? Ben, à unir les forces psychologiques de toute l'Europe contre le terrorisme, et lorsqu'ils seront tous unis, ils pourront éliminer le terrorisme, mais ils resteront unis. Et c'est essentiel que l'Europe, que toutes les nations de l'Europe s'unissent. Mais la psychologie des hommes de ces continents étant suffisamment anénergisée, donc il leur manque un peu de conscience globale, ils ont une conscience nationale ou localisée, mais ils n'ont pas de conscience continentale. Le terrorisme international a pour fonction cosmique, il est nécessaire et il est imposé à des ayatollahs un peu plus manipulables pour que, par leurs actions, l'Europe et les alliés s'unissent en termes non pas seulement militaires, mais en termes psychologiques et énergétiques. Parce que si on veut s'en aller vers ce que les antiques religions appellent un gouvernement mondial, vers ce que les prophètes ont appelé un gouvernement mondial, il faut que l'homme s'unisse. Ce n'est pas sous une bannière militaire qu'un gouvernement mondial va être instauré. Que ce soit l'Union soviétique qui manipule la planète Terre, que ce soit l'Étoile rouge chinoise, que ce soit le capitalisme américain, que ce soit quoi que ce soit, ce ne peut pas être une union sous une bannière militaire. Alors on doit s'arranger pour que la psychologie nationale, que l'ego de chaque nation finisse par plier de façon à laisser pénétrer l'ego d'un autre, l'énergie d'une autre nation, pour s'unir devant leur incapacité d'éliminer un problème qui vient d'un tout petit pays banal et niaiseux. Bon. Alors, l'expérience même de la navette a quelque chose d'extrêmement positif au niveau de l'évolution. Et les personnes qui sont mortes à l'intérieur de ça sautent un pas dans l'évolution de l'humanité, étant donné que
regroupant les énergies de l'humanité, évidemment, ils vont parfaire l'instauration d'une société nouvelle dans laquelle eux vont revenir à un moment donné. Alors, ils vont évidemment souffrir le karma qu'ils auront créé avant de mourir, c'est-à-dire qu'ils ont participé à la création d'une société nouvelle, ils vont naître dans une société nouvelle, ils vont pouvoir en bénéficier. Si on regarde que l'homme, jadis, puis même aller jusqu'à récemment, pouvait s'asseoir, disons, sur des sécurités matérielles, des sécurités psychologiques au niveau de ses concepts scientifiques, etc. Mais on voit que tout dernièrement, il y a comme un mouvement d'accélération là-dedans. Il y a comme quelque chose qui est brassé. Il y a une accélération vertigineuse qui est exponentielle, qui est pas, qu'on sent venir dans les années à une vitesse où tout est bousculé. Pourrais-tu parler de ce mouvement-là? Bon, d'ailleurs, c'est l'instauration encore de la société nouvelle, que tu le veuilles ou non, on revient quand même. Il est bien évident que présentement, la majorité de toutes les psychologies de l'homme collectif ou individuel se fait brasser. L'homme se réveille un matin, il est changé, il se découvre, on a des films qui sont construits pour préparer l'homme à différentes choses. Et quel que soit l'ordre des films, on a des problèmes sociaux qui vont naître au niveau de la jeunesse. On a des problèmes, disons, financiers qui manipulent le pays. Et tout cela pour faire prendre conscience à l'homme que malgré l'intelligence de tout ce qu'il a réussi à imprimer dans la matière, il ne s'en est pas sorti encore de son problème. Et l'homme se dit souvent, mais merde, on a tout ce qu'il faut au niveau de la science pour que tout aille bien. Et on a encore l'impression qu'on se dirige vers un holocauste mondial. On a tout ce qu'il faut pour que tout fonctionne et les enfants ont besoin de musique, de drogue, de disco, d'un paquet d'autres manipulations, de nouvelles formes de musique, de nouvelles formes de passe-temps. Il y a quelque chose qui fait que dans la psychologie de l'homme collectif, il y a un bulldozer lentement qui avance, avec une puissance inouïe qu'on ne peut reculer, qu'on ne peut refuser et qui vient créer des chocs, qui vient brasser. Et lorsque c'est brassé chez une personne relativement inconsciente, elle l'exprime dans un groupe collectif, en manifestation, en manipulation, en cri, en violence, en recherche pour la paix. Et ils sont prêts à se battre pour la paix. Alors on a présentement un processus qui est instauré dans chacune des atomes ou des parcelles atomiques du cerveau de chaque être humain des continents nord-planétaires. Alors ça regarde donc l'Union soviétique, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, même si dans certaines parties de l'Union soviétique, c'est un petit peu en retard par rapport à d'autres endroits. C'est la même chose au niveau de l'Angleterre, de la France, de tous les pays italiens, l'Allemagne et tout cela, les États-Unis, évidemment, et le Canada, une partie de la Chine, le Japon, tous ces pays nord-planétaires qui chapeautent, disons, apparemment le globe, ont cette mutation neurologique, une mutation neurochimique qui les oblige à refuser la stagnation, donc qui les oblige, mais de plus en plus, parce que l'homme, on dit que l'homme est un être insatisfait. C'est faux. L'homme a toujours été satisfait, sauf certaines parties, les dirigeants, qui eux n'ont jamais été satisfaits. L'employé est facilement satisfait, sauf le patron. Mais de plus en plus, dans la société, on a des êtres qui refusent, ils ne peuvent pas être satisfaits. Ils sont de moins en moins satisfaits. Et ne pouvant exprimer leur insatisfaction dans une création intelligente pour pouvoir avancer, parce que présentement le contexte social l'empêche ou l'interdit, ils manifestent leur insatisfaction dans la violence ou dans l'oubli, dans l'abandon, par le système sonore ou encore par les drogues, la boisson et ce genre de choses. Alors ce qui fait que, veut pas, l'instauration d'une société nouvelle, c'est commencé, c'est en marche. L'intelligence de faire une conférence sur la société nouvelle, c'est d'essayer de créer un mouvement énergétique qui pourra être un peu plus puissant chez certains êtres humains pour que se parfaisse plus rapidement l'évolution vers la société intelligente ou la société nouvelle de l'homme collectif qui ne sait pas encore ce qu'il veut, mais qui sait ce qu'il ne veut plus. Le problème, lorsque on sait ce qu'on ne veut plus, mais qu'on ne sait pas ce que l'on veut, c'est ça. C'est qu'on proteste contre tout ce que l'on a, mais on n'amène rien en échange. Et lorsque quelqu'un tente d'amener quelque chose en échange, tu protestes immédiatement contre ça. Et ça, c'est une absurdité qui fait partie de la phase transitive collective. Parce qu'il faut comprendre qu'on a un homme ancien, une femme ancienne, qu'on a un être transitif et qu'on aura un être nouveau.
Mais on a aussi une société ancienne, et ça, c'est indépendant de l'homme. Et c'est pourquoi c'est très important de voir la différenciation entre l'homme et la société, entre la femme et la société. Et on a une société transitive un jour pour aboutir à une société nouvelle un autre jour. Lorsque l'homme se dit « je ne peux pas changer quoi que ce soit parce que la société ne change pas », c'est que celui-ci allie sa propre personnalité à l'ego de la société. Mais l'homme doit évoluer et si l'homme se change, la société va changer. Mais la société ne changera pas si l'homme ne change pas. Oui. C'est là que c'est difficile parce que l'homme, qui on dit à l'homme, puis d'ailleurs, il est amené à être de plus en plus dans son énergie, mais par contre, comme tu dis souvent aussi, il faut qu'il soit en écologie. Mm-hmm. Alors, rester dans son énergie, mais par contre, avec une société, une écologie qui est ancienne. Et là, il y a un gros dilemme, là. Qu'est-ce qui va faire le changement? L'homme doit vivre une phase expérientielle évolutive qui lui permet et qui l'oblige à essayer pour goûter. Alors l'homme va d'un extrême à l'autre. Et à un moment donné, il se place au centre, et entre le centre, il vit une guerre entre les deux extrêmes. Jusqu'au jour où l'homme, de la thèse et de l'antithèse, arrive à faire une synthèse de ces mécanismes pour ne plus vivre dans un monde de la dualité. Dans l'Antiquité, on avait un peuple, un éparpillement humain, qui se sont reliés ensemble, et celui qui était insatisfait est devenu le chef. Tous les autres ont été satisfaits que lui soit le chef, même s'il mangeait le quartier de viande le plus gros et en premier, même s'il ne chassait pas, même s'il avait les plus belles femmes. Mais c'était normal qu'on lui laisse les plus belles femmes, non pas seulement parce que c'était le chef et le plus fort, mais cosmiquement parce que les enfants seraient meilleurs. Parce que c'est normal que tu prennes le meilleur bœuf pour le croiser avec les meilleures vaches. Bon. Non, ne faites pas trop de relations. Le chef avait du goût. Ce sont des choses normales. Et cosmiquement, c'est instruit dans l'esprit de groupe de l'humanité. Esprit de groupe qui maintenant est suffisamment détruit par nos sociétés pour être remplacé par un ego sociétal ou national. Lorsque l'homme a ses enfants, il donne automatiquement un privilège à ses enfants, le chef. Et la société va accepter. Lorsque le chef meurt, c'est l'enfant, donc celui qui est né en premier, qui va bénéficier de la possibilité de diriger. Et là encore là, inconsciemment, parce que diriger par des plans intelligents, c'est accepté. C'est normal parce que l'enfant a normalement ce qu'il faut pour être plus brillant. Lorsque cela se contamine, c'est lorsque l'ego, lorsque les mémoires apprennent que l'enfant reste pour remplacer les parents et que les enfants doivent rester, parce qu'à un moment donné, dans l'inconscient de l'ego, le chef a l'espèce d'impression qu'il va se réincarner dans ses enfants. Et c'est de cette façon d'ailleurs que l'humanité évolue et l'homme se réincarne presque exclusivement dans sa lignée familiale. Alors, inconsciemment sachant cela, il veut que sa lignée sanguine reste. Alors, il oblige les mariages co-sanguins, ce qui est interdit par l'écologie naturelle pour la simple raison que l'enfant ne peut plus être supérieur aux parents parce qu'il garde les gènes des parents. Mais s'il est mélangé à quelque chose d'autre, ça crée un enfant supérieur qui doit se mélanger à quelque chose d'autre. Si l'homme veut rester le roi, il doit prendre des femmes du peuple. Pourquoi? Pour que génétiquement, on ait toujours un être supérieur. Mais lorsqu'on garde le sang de la famille, on finit par débiliter la race. Alors, lorsque le roi est suffisamment débile, le peuple souffre et le peuple prend le dessus pour placer quelqu'un d'autre. Et on va recommencer encore une fois le même processus qu'on va redétruire pour recommencer, jusqu'à l'instauration de l'électorat, c'est-à-dire des contextes diplomatiques, qui ne sont pas plus intelligents que le contexte de monarchie. Lorsque le roi devient suffisamment puissant, il y a évidemment des conflits avec l'extérieur, il y a des guerres. Lorsqu'il y a des guerres, le chef est capable de coordonner l'énergie de tout le monde. Et là est l'intelligence de la société. C'est que l'énergie de chacun des individus connectés ensemble peut créer une force d'action militaire, comme scientifique, comme médicale, comme évolutive, mais une force d'action qui est de beaucoup supérieure à chacun des personnages individuels, même additionnés. C'est-à-dire que si je prends ton potentiel d'action,
le potentiel d'action de chacun des personnages du monde qu'il y a ici ce soir, et que je les sépare, mais que j'additionne les potentiels, ça me donne une force. Si vous êtes regroupés et que vous travaillez dans une intelligence coordonnée, j'ai 100 fois plus puissant. Alors le chef avait la possibilité énergétique de dynamiser ses troupes, de dynamiser sa population pour pouvoir gagner des guerres, c'est-à-dire garder un contexte d'énergie tellurique pour pouvoir se voir développer sa société. Lorsque la société commence à apparaître, c'est lorsqu'on commence à créer une organisation sociale, c'est-à-dire lorsqu'on commence à orchestrer presque tout ce qui doit être fait par chacun des individus. Dans cette phase, l'individu oublie qu'il est un individu. Et là, on tombe dans un autre marasme, mais la société est créée. On se dirige donc vers ce qui doit être. Mais en attendant, c'est souffrant. Le roi, tous ceux qu'il a accrédités, auxquels il va avoir donné des mérites, parce que soit qu'ils l'ont bien servi, soit parce qu'ils ont trahi l'autre, etc., plus ceux qu'il va aimer, bref, on crée des princes, on crée des ducs, on crée une aristocratie particulière qui, eux, au nom du fait qu'ils peuvent manipuler la collectivité, le peuple, vont s'arroger tous les droits. Alors, l'aristocratie a le droit de bien manger, comme le chef à l'époque mangeait la meilleure viande, parce qu'il doit être en forme pour pouvoir diriger. Parce qu'un troupeau de moutons conduit par un lion, c'est drôlement dangereux. Mais un troupeau de lions conduit par un mouton, c'est pas dangereux du tout. Alors, le chef doit être bien nourri, c'est normal. Et c'est pourquoi encore dans nos sociétés, le président ou le premier ministre qu'on va élire, on lui fournit l'auto, on lui fournit le chauffeur, on lui fournit la maison, on lui fournit tout ce qu'il faut, lui, sa femme et ses enfants, de façon à ce qu'il ait la tête claire pour pouvoir s'occuper des problèmes de la nation. Et évidemment, certains vont dire, oui, mais ils n'ont pas besoin de ci, ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de ça. Oui, ils ont besoin de tout ça. Lorsque l'aristocratie qui a tous les droits commence à imposer des devoirs au peuple, en échange de ce qu'eux ont comme devoir envers le peuple, la protection entre autres, et l'organisation des réseaux sociaux, le peuple accepte. Mais à la longue, le gouvernement, l'aristocratie, jouissant tellement bien de par leur ego du luxe qu'ils ont, et voulant préserver à tout prix la lignée sanguine, oublie complètement le peuple. Ils ne se servent du peuple que comme un accumulateur, comme une batterie. Ils vont chercher à l'intérieur, mais ils ne donnent pas. Alors un jour, le peuple est à plat. Lorsque le peuple est à plat, il devient insatisfait, parce que le gouvernement étant satisfait, quelque chose d'autre doit devenir insatisfait. Ils deviennent insatisfaits et ils n'ont que des devoirs envers le roi, mais ils n'ont aucun droit. Tandis que le roi ou son aristocratie n'a plus de devoirs envers le peuple, ils n'ont que des droits. Alors c'est renversé. On crée la diplomatie, et on l'a vu justement lors de la conférence, le gouvernement de demain, une monarchie. On crée la diplomatie qui, elle, est la faculté qu'a une société de pouvoir fonctionner par l'absurdité. La démocratie permet à l'erreur de subsister et empêche l'intelligence de pouvoir mener. Parce que la démocratie demande au peuple de décider une solution à un problème que le peuple ignore. On demande au peuple de régler les problèmes de la société, tandis que le peuple ignore totalement ce qu'est la société. Alors le peuple va voter au gouvernement qui tend à lui donner ce qu'il veut, lui, égoïquement, mais pas socialement, pas collectivement, égoïquement. Alors on vote pour ce gouvernement. Mais si un gouvernement amène une des solutions intelligentes, le peuple n'envoie pas l'intelligence, le gouvernement ne sera jamais élu. Si le gouvernement amène des solutions égoïquement acceptables par l'émotivité du peuple, on vote le gouvernement. Mais est-ce que c'est celui-là qui devrait diriger? On parle de solutions. Alors on va dire, la solution au chômage, si un gouvernement dit qu'il va s'en occuper, on va l'élire. Si un gouvernement dit qu'il va commencer à s'occuper de la pollution, on ne l'élira pas. Si elle ne règle pas le chômage, elle règle au moins le problème de l'asphyxie de l'humanité à long terme. Même à moyen terme, présentement. Bon. Si on a un gouvernement qui amène des solutions intelligentes, on ne le vote pas. La démocratie permet donc aux plus grands parleurs, aux plus grands conteurs, aux plus grands mystificateurs de se faire élire, et jamais il n'arrive à faire ce qu'il veut parce que la société n'a pas l'intelligence pour assumer un gouvernement intelligent.
Aujourd'hui, par la démocratie, on place un gouvernement qui, s'il veut être élu, se doit de donner des droits au peuple. Et le gouvernement a donc des devoirs. Le peuple recevant des droits, que ce soit par l'assurance maladie, par l'assurance chômage, par la pension de vieillesse, par le bien-être social, par l'assurance policière, l'assurance incendie par les pompiers, la garde civile, l'armée, que ce soit tous les mécanismes de droits auxquels la population a besoin. La population a des droits, mais elle n'a plus de devoirs. N'ayant plus de devoirs, le gouvernement ne peut plus assimiler ses droits. Il ne peut plus assurer les droits. Parce qu'il n'a plus ce qu'il avait avant. Le gouvernement a ramassé, parce qu'il avait des droits et le peuple des devoirs, une énergie incommensurable. Lorsque la balance a changé, que le peuple a eu des droits et le gouvernement des devoirs, on a lentement dilapidé cette énergie qui n'a plus été remplacée par le peuple. On en est rendu donc dans un contexte social où le peuple passe son temps à chialer et à quémander, et le gouvernement, pour être élu, se doit de dire on va couper dans la demande, dans les devoirs de la population, et on va vous donner encore plus de droits. Et là, on va le placer en place. Mais le gouvernement, s'il donne encore des droits à la population sans obliger de devoirs, on s'en va vers une crise sociale qui est tout à fait complète, parce que le gouvernement ne pourra plus rien donner. Le peuple, ne sachant s'auto-diriger, on s'en va vers une phase qu'on a vue dans d'autres pays, vers des guerres civiles, vers des crises totales au niveau social, parce que le gouvernement n'est plus respecté, n'est plus écouté. Les petits gouvernements à l'intérieur, que ce soit la police, que ce soit l'armée, parce que ce sont des petits gouvernements auxquels on laisse certains droits, vont vouloir prendre le dessus. On s'en va dans un régime militaire qui n'est plus respecté non plus par la collectivité, alors ça vire en guerre civile, il n'y a plus rien. Jusqu'à temps que l'énergie de l'insatisfaction populaire soit brûlée par la guerre, et après ça, un chef renaît, des acolytes, et on recommence un peu. Ce que Mao Tse-tung a fait lorsqu'il a poussé Chiang Kai-shek à l'extérieur après la Grande Guerre. La société nouvelle est une société qui doit être construite par des êtres intelligents, donc on aura une société intelligente, et cette société, elle est en voie de naissance. Parce que l'homme, même s'il ne sait pas comment exprimer dans l'action, bref, si l'homme et la femme ne savent pas encore comment agir, il y a quelque chose chez eux qui fait que ça ne peut plus se poursuivre. Et pendant un laps de temps, ils vont exprimer d'une façon peut-être malsaine dans l'apparence ce mécanisme, mais veut pas, on s'en va vers l'instauration de quelque chose d'intelligent. Dans combien de temps, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que si c'est dans 2 ans, tout le monde se met à l'œuvre. Si c'est dans 20 ans, tout le monde attend que ce soit dans 2 ans. Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas parler de temps parce que l'homme ne peut pas. Alors, je ne sais pas pourquoi dans 20 ans, je vais avoir, clic, je vais avoir 65 ans. Voyons donc. Mais il y en a présentement qui ont 65 ans et ils sont bien contents d'avoir une pension de vieillesse. Mais lorsqu'ils ont voté pour la pension de vieillesse, pour qu'elle soit instaurée, quel âge ils avaient? Ils avaient un âge où peut-être ils n'ont même pas été votés pour. Mais une chance que d'autres y ont été parce que présentement, ils en bénéficient. Parce que l'avenir, ça devient à un moment donné toujours un mécanisme présent. Si on crée quelque chose dans la société présentement au niveau d'intelligence, karmiquement, on en bénéficie plus tard. Et l'homme ne pense pas à son plus tard. Présentement, il a son assurance chômage, une chance qu'un jour on a voté pour. Il a présentement son assistance sociale, une chance qu'on a voté pour. Il a sa petite carte pour en cas qu'il est malade, une chance qu'on a voté pour. Il a tel droit, tel droit, tel droit, tel droit. Et présentement, il ne veut pas avoir de devoir. Il se plaint toujours des taxes qui augmentent, il se plaint de ceci, il se plaint de cela, et il quémande ceci, il quémande cela. C'est évident que l'homme a des droits. Mais la société nouvelle va être instaurée par des êtres humains, hommes et femmes, qui sauront qu'à chaque droit, il y a un devoir. C'est un échange d'énergie. Et on ne peut pas voler quelque chose impunément sans échanger l'énergie. Je vais vous donner un exemple d'échange d'énergie. Je connais une organisation qui a existé il y a 7 ans. Et cet organisme avait pour fondement principaux l'essai de transformer l'éducation de nos jeunes à l'école pour en faire quelque chose d'un peu plus intelligent, en ce sens, une éducation qui serait plus adaptée à ce que le jeune vit à l'extérieur dans l'instantané. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 90 ou 95% de tout ce qu'on donne à l'enfant pour qu'il s'en serve plus tard, on essayait de mettre au moins 50% de choses pour qu'il s'en serve tout de suite, de façon à créer un adulte.
Sinon, on l'instruit de ce qu'il devra faire lorsqu'il sera adulte, mais on oublie de s'organiser pour qu'il devienne quelqu'un qui pourra se servir de ce qu'on lui donne. Alors, on ne l'éduque pas, l'enfant, on ne l'éduque pas, on l'informe. Présentement, ce n'est pas un système d'éducation qu'on a, c'est un système d'information. Cette organisation, elle avait une petite salle qu'elle louait, et elle demandait 12 $ d'entrée dans ses colloques. C'était nécessaire pour financer le loyer de la salle et les déplacements de certaines personnes qui venaient d'un peu partout de la province pour fonctionner. La majorité, à cette époque, l'homme ne comprenait pas du tout l'échange d'énergie. Lorsqu'on voulait faire du bien, il fallait qu'on le fasse gratuitement. Lorsqu'on voulait faire du mal, on pouvait demander de l'argent. Alors, on leur disait, oui, mais si vous avez reçu cette connaissance-là gratuitement, vous devriez la communiquer gratuitement. Mais ces personnes avaient risqué leur emploi. Certains avaient brisé leur ménage. Certains avaient perdu leur emploi. Pour pouvoir fabriquer ceci, ces personnes n'avaient jamais rien reçu gratuitement. Ils avaient tout donné ce qu'ils avaient pour pouvoir le faire. Et là, on venait de leur dire qu'ils avaient reçu cela gratuitement, qu'ils devaient le donner gratuitement. Et ils ont fait la gaffe de penser que ça pouvait être vrai. Ils ont commencé par essayer dans certaines commissions scolaires et dans certaines écoles de distribuer des invitations gratuites pour faire connaître leur mouvement. Ça s'est su. Et les personnes qui venaient régulièrement payer 12 $ se sont gorochées dans les institutions et ont tout ramassé. Et là, elles venaient gratuitement. Et cet organisme n'existe plus depuis 7 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu l'argent pour pouvoir continuer. Les personnes qui ont cru bien faire n'avaient aucune conscience du devoir, mais ils avaient des droits. Ils n'avaient aucune conscience de l'échange d'énergie. Alors, ils ont tué ce qu'ils avaient besoin. Et c'est continuellement comme ça qu'on fonctionne. Tu ne veux pas échanger pour ton assistance médicale, à un moment donné, on va perdre au niveau du service. Et c'est ce qui commence à se passer présentement. Parce que l'homme ne veut pas échanger. L'homme en profite. Tu veux ne pas travailler, être sur le chômage, tu travailles les quelques mois par année nécessaires, et à un moment donné, il y a des problèmes. L'assurance chômage n'est pas assez haute. Tu veux des droits. Mais as-tu fait ton devoir? Le gouvernement fabrique l'argent, mais il n'en fabrique pas plus que ce qu'il peut en fabriquer. Alors, il ne peut pas t'en donner plus. Parce que si le gouvernement en fait plus, l'argent vaut 2 fois moins. Tu n'achèteras pas plus. Continuellement, dans n'importe quel contexte d'évolution, dans une société, si le roi, le gouvernement et le peuple, le paysan, disons, ne voient pas l'échange d'énergie qui doit s'opérer, on s'en va vers une faillite sociétale. Dans la société nouvelle, chaque être humain, homme, femme et enfant doit être éduqué à savoir que pour un droit, il y a un devoir. On parlait un jour d'un projet qui va prendre naissance à partir de ce qui pourra être généré au niveau du centre de l'universalité, qui est le projet OFSA. OFSA qui veut dire Organisation du village scientifique de l'avenir. Le premier programme même du projet OFSA est de réunir dans la province de Québec les organismes qui travaillent en vue d'instaurer quelque chose d'intelligent. C'est quoi quelque chose d'intelligent? C'est quelque chose d'écologique et de conséquentiel. D'écologique pour l'être humain comme pour le cadre dans lequel il est. Donc pour la société, pour le gouvernement, pour tous les services qui sont déjà là, comme pour la nature, les lacs, les terres, pour tout. La première phase de ce projet, c'est d'instaurer, de convaincre, c'est-à-dire d'arriver à rejoindre des personnes qui sont suffisamment intelligentes dans ces organismes, qu'ils soient gouvernementaux, paragouvernementaux ou sous-gouvernementaux, ceux qui ne sont pas subventionnés et qui vont par des conférences payantes ou qui vont par des dons. Réunir ces personnes pour leur dire que tous ensemble, il est possible de créer un village laboratoire où tout ce qui devrait être instauré d'intelligent dans la société, on va l'instaurer là, de façon à l'expérimenter pour avoir un barème pour pouvoir, après ça, pouvoir l'appliquer à la société. Ça nécessite déjà que les personnes doivent travailler authentiquement pour l'amélioration du cadre d'évolution, donc l'amélioration de la société, automatiquement l'amélioration de chacun des êtres vivants dans la société. La première fois que cette alliance a été tentée, en 1980, donc avant même que le centre ici existe, l'idée était que toutes les écoles de yoga, toutes les cliniques d'acupuncture, tous les systèmes d'éducation particuliers, toutes les personnes qui, dans quelque domaine que ce soit, disaient vouloir travailler pour l'amélioration de l'homme, pour l'aide à l'homme.
En ce nom-là, on leur demandait de se réunir parce qu'autour d'une immense table, en faisant fi du nom des organisations, on discutait des problèmes inhérents à la société. Et de quelle façon, lorsqu'on avait trouvé certains problèmes, quelle serait la façon, avec l'expérience de chacune de ces formations particulières, quelle serait, on prend un problème et on dit, trouvons une solution à ce problème-là. Et lorsqu'on aura la solution, selon nos avoirs financiers, on pourra mettre un peu d'argent pour opérer une solution dans la société. Et la solution, elle sera financée par, non pas un groupe particulier, créons un nouveau nom et disons que c'est ça. Alors ça, ce n'est plus politique, ce n'est plus publicitaire, c'est pour régler. Et c'est là qu'on a découvert que 99% de toutes les organisations se foutaient royalement de la société. Ils disaient vouloir aider l'homme parce qu'ils savent que l'homme veut se faire aider. Alors c'était un moyen comme un autre de faire du marketing. Si l'homme aurait voulu se suicider, on aurait fait de quoi pour que l'homme se suicide? L'homme voulant vivre, l'homme voulant se relaxer, l'homme voulant retrouver des mécanismes chez lui, l'homme voulant avoir la paix, alors on vend cela. L'homme veut faire du yoga, on vend du yoga. L'homme veut méditer, on vend la méditation. Pourquoi voulez-vous méditer? Pourquoi faites-vous ce genre de méditation? Parce que ça libère l'homme, parce que ceci, parce que cela. Alors je dis parfait. Alors ce qu'on va faire, on va créer un centre de référence. Quand une personne vient me voir, elle me dit ce qu'elle a besoin. Par rapport à ce que vous offrez, je l'envoie là. Alors non, tous les organismes disaient, oui, mais même cette personne-là, nous, on peut l'aider. Parce que le yoga, ça fait tout. Non, la méditation, ça fait tout. Telle affaire, ça fait tout. Alors ce qui fait qu'on s'est rendu compte, encore une fois, que la société n'était pas prête à travailler pour elle. Le laboratoire, c'est quelque chose de neuf. Et là, on va donc recommencer l'expérience. Mais qu'est-ce que c'est la société nouvelle? Comment peut-elle être instaurée? Chaque fois qu'un homme, une femme, voit quelque chose qui a de l'allure, qui est intelligent, et c'est important, même si elle ne le vit pas, si elle voit que c'est intelligent, elle devrait automatiquement faire en sorte que ça se sache que cette personne, elle est pour. Prenons l'exemple de l'alcoolisme au volant. On a plusieurs personnes qui sont prises avec l'alcoolisme et qui ne sont pas nécessairement des personnes qui se saoulent. Mais c'est intelligent. Même si c'est le gouvernement du Québec qui a décidé, le gouvernement fédéral, le gouvernement, ce que vous voudrez, c'est intelligent. Ça peut sauver des vies. Et c'est intelligent de sauver des vies. Oui, mais moi, je bois. Fait que je suis pas pour être pour. Campagne antitabagiste, toi, tu fumes. Tu peux être pour. Même si tu fumes, tu peux être pour. Puis quelle puissance ça va avoir, ça, que les fumeurs soient pour l'antitabagisme? Pour le fait qu'on réduise la publicité? Pour ceci ou pour cela? Bien, ça crée un contexte de société intelligente. Ça crée que moi, j'ai un problème. Ça crée que je ne peux pas m'en sortir. Mais je sais que le problème est stupide. Je me drogue. C'est pas vrai. Je me drogue. J'en ai besoin. Je suis faite. Et si on décide qu'on veut faire une campagne contre la drogue, bien, je devrais embarquer. Mais là, ouais, tu te drogues, toi, et tu dis qu'on n'aura pas se droguer. Fait que rentre donc chez vous. C'est ça que l'homme ancien va dire. C'est un beau parleur, mais c'est un petit faiseur. Puis après, si ce qu'il dit est intelligent, c'est nécessaire qu'il le fasse pour que toi, tu le fasses? Non. Mais dans la société égoïque moderne, si lui ne le fait pas, moi, je le ferai pas. Quand il sera évolué, je commencerai à évoluer. Tout le monde dit ça. Tu as des problèmes avec tes enfants, fait viens pas me conter comment moi je pourrais régler mes problèmes avec mes enfants. Tu es un professeur, puis ça marche pas avec tes enfants chez vous. Fait que viens pas me faire croire que ça marche dans ta classe. Mais souvent, ça marche dans la classe, ça marche pas à la maison. On est toujours en train de faire une crise d'ego parce qu'on attend que l'autre bouge. Puis l'autre attend que moi je bouge. Alors, ça fait que tout le monde attend. Il y a beaucoup de choses présentement dans la société. Prenons l'exemple d'un organisme qui s'évertue à instruire la population qu'il devrait cultiver d'une façon biologique, d'une façon moins toxique et d'une façon à ce que le sol ait suffisamment d'aliments pour que le fruit ressemble au niveau de l'analyse chimique à ce qu'on a dans les livres. Parce que souvent, on dit une pomme, ça contient quoi? Tu regardes dans un livre, ça contient ça. Ta pomme contient peut-être pas ça. Ça contient peut-être d'autres choses qui ne sont pas dans le livre et qu'on ne mettra pas non plus. Un jour, vous allez voir sur les produits, comme sur les vêtements, on a des vêtements à fibres inconnues. Un jour, on aura aussi des produits alimentaires inconnus.
lorsque les personnes voient l'intelligence de ça, ne peuvent-elles pas s'arranger pour qu'on sache que ces personnes en voient l'intelligence? Lorsqu'il y a quelque chose d'intelligent quelque part qui se fait dans la société, c'est écologique conséquentiel. La majorité silencieuse devrait commencer à parler. Et là, automatiquement, on instaure le cadre même d'une société intelligente. Combien de parents vont encore voir les professeurs ou le directeur ou le conseiller pédagogique, je ne sais pas combien il y a de parents ici qui ont des enfants, lorsque c'est la remise des bulletins et qu'on demande aux parents d'aller faire un tour? Il n'y en a pas beaucoup. On y va réellement quand on veut expulser l'enfant ou quand l'ego du parent est mal pris parce que l'enfant coule. Mais rarement on va y aller parce que ça fonctionne ou parce que c'est dans la moyenne. Rarement. Ça ne nous intéresse pas. La société n'a qu'à s'occuper d'éducation. Nous, on n'a pas à s'en occuper. Lorsque la femme devient intelligent, automatiquement, il s'en occupe. C'est un petit peu d'énergie. Se lever, s'habiller, y aller, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire, puis on ne sait pas comment. Les professeurs, avec, ils rencontrent les parents, puis ils ne savent pas ce qu'ils vont leur dire. C'est un petit peu d'énergie placée pour qu'à un moment donné, cette énergie-là revienne en gros sur soi. Mais on n'ose pas. Parce que jamais, savez-vous pourquoi l'homme ne veut pas faire le petit déplacement, mettre un petit peu d'énergie, parce qu'il est convaincu que ça ne servira jamais à rien. C'est pas parce que je vais aller, c'est pas parce que ça va changer quelque chose. Lorsque un le fait, ça ne change pas grand-chose. Mais s'il continue à le faire, puis qu'un autre se rajoute, puis un autre se rajoute, puis un autre se rajoute, mais il faut qu'à un moment donné, qu'il y en ait un qui commence, il faut qu'il y en ait un qui décide qu'il se rajoute. On a eu aux États-Unis, il y a quelques années, dans une réserve indienne, un conflit suffisamment grave pour que la police vienne encercler une partie de cette réserve. On avait une école d'Indiens là, et on avait des jeunes blancs qui s'étaient sauvés de leur famille, de leurs parents, 16 ans, 17 ans, et qui avaient été se cacher dans la réserve, et les Indiens les avaient bien acceptés. Et à un moment donné, par suite de certains problèmes entre les Blancs qui ont attaqué les Blancs et qui ont mis ça sur le dos des Indiens, et ça fait pas tellement longtemps, ça fait quoi, une trentaine d'années? 20 à 30 ans. La police est venue, ainsi que l'armée, et ils ont entouré cet endroit, ils ont obligé les Indiens à se rendre, les Indiens de cette école. Lorsque les Indiens, les jeunes, et plusieurs Blancs sont sortis en chantant, c'était le soir, donc ils avaient tous des flambeaux, ils s'amusaient, vous savez, peace and love. On a donné l'ordre aux soldats d'ouvrir le feu dans les airs. Alors, évidemment, la manifestation, ça n'a rien donné, parce que les jeunes, rendus dans une certaine forme d'énergie, ne sentent même plus la mort. Ils s'en foutent. Alors, ils sont restés, ils ont continué à lentement avancer vers les forces militaires. Soudain, alors, on a un mec qui a décidé de donner l'ordre d'ouvrir le feu sur les manifestants. Mais ce n'était pas des balles de caoutchouc, c'est l'armée. Les balles de caoutchouc, ils n'en avaient pas. Alors, ils ont ouvert le feu sur les manifestants. Ils en ont tué quelques-uns, ils en ont blessé plusieurs. Et on a un soldat là-dedans qui, lui, n'a pas voulu tirer. Alors, son supérieur est venu lui dire qu'il devait tirer. Alors, il a tiré dans les airs. Le supérieur lui a dit, tu te moques de moi, c'est la cour martiale si tu ne tires pas sur les étudiants. Alors, il a tiré, et le premier coup de feu qu'il a tiré, il en a tué un. Tombé juste en avant de lui. Alors, le supérieur ravi s'est en allé. Le soldat s'est levé debout, il a traversé ses sacs de sable, il s'est en allé avec les manifestants. Alors, le feu a cessé immédiatement. Il s'est placé devant les troupes, il a ôté son chapeau, il l'a placé sous son bras et s'est placé au garde-à-vous militaire. Donc, il était toujours un soldat. Et il représentait l'énergie de ce que devrait être une force de protection militaire. Un deuxième s'est levé, il est allé se placer à côté, au garde-à-vous. Un policier, un méchant flic est allé, écœuré, s'est placé à côté. Une personne l'a fait. Même s'il se serait fait tuer, ça l'aurait tout changé au niveau de la société de demain. Une deuxième l'a fait, empêchant le premier de se faire tuer. Un troisième, cour martiale. Troisième, c'est un policier. Plus de cour martiale. Parce que ça ne va plus. Tous les mécanismes de la sécurité, apparemment militaire et gouvernementale, sociale, par rapport à un conflit qu'ils ne comprenaient pas, ils commençaient à être déchirés. Parce qu'un s'est levé. Et
À un moment donné, ben là, il y a quelques Indiens qui sont apparus, ceux de la réserve, et ils étaient tous armés, puis ils ont bien fait comprendre aux Blancs que le premier traité de paix signé en 1815 avait été brisé par les Blancs en 1827. Le deuxième traité de paix en 1880 a été rompu par les Blancs en 1901, et le dernier traité en 1927 vient d'être rompu par les Blancs. Quand une personne a l'intelligence et l'énergie de décider qu'elle le fait, pas en manifestant, ni en allant s'asseoir sur un trottoir de palais de justice. Il y en a des moyens. Dans la société constituée par l'inintelligence ou l'intelligence inorganisée de l'homme présent, qui a toujours quelque chose à faire pour arriver à constituer l'intelligence. Est-ce que ça doit se faire instantanément? Non. Est-ce que ça doit se faire en dedans de 2 mois? Pas nécessairement. Parce que la masse, elle ne sait pas quelle est la société. Donc, elle ne sait pas qu'elle a la puissance. Et lorsque la masse découvre qu'elle a la puissance, c'est quasiment toujours par la violence qu'elle va s'en servir. La société nouvelle ne peut donc pas être instaurée par une révolution. Une révolution, comme on va le voir, avec la violence. Il faut que chaque fois qu'une personne a une idée intelligente, qu'elle s'arrange pour la faire connaître. Par le biais d'un journal, par le biais d'un organisme, on a suffisamment d'organismes, qu'elle en parle à certaines personnes, il y a tout ce qu'il faut dans la société, mais l'homme n'a pas l'énergie de se déplacer, de prendre un annuaire téléphonique, de fouiller, de téléphoner. Voyons donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? À l'âge de 14 ans, j'avais envoyé une demande de subvention pour une idée que j'avais à toutes les grandes organisations, les grosses compagnies. Et j'ai eu la surprise de voir Alcan Canada et Golf Canada me répondre. Ils m'ont invité à leur bureau, ils en ont jasé, ils m'ont expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas, disons, travailler dans le sens de ce qu'on voulait faire. C'est qu'à 14 ans, c'était compréhensible. À l'époque, je ne le comprenais pas tout à fait. Mais dans le cadre d'aujourd'hui, moi, je pourrais faire confiance à un enfant de 14 ans, mais c'est compréhensif qu'un homme ne conventionnel ne puisse pas. Mais je ne pensais pas qu'on répondrait. On a répondu et on a invité. Si on regarde l'Américaine qui un jour a écrit aux dirigeants suprêmes de l'Union soviétique, ben, elle a fait un voyage en Union soviétique. Même si c'est un voyage propagandiste ou un voyage sincère ou disons ce que l'on voudra. Cette personne, un jour, elle a fait une démarche et elle a eu un résultat. À sa suite, plusieurs jeunes ont écrit parce qu'ils étaient sincères ou parce qu'ils voulaient voyager. C'est à voir. La société nouvelle, elle s'instaure lorsque l'homme nouveau, lorsque la femme nouvelle, lorsque l'homme transitif, lorsque la femme transitif commence à appuyer ce qu'il y a d'intelligent dans la société. Un jour, on a créé un parti politique particulier. Un jour, on en crée un autre. Certaines personnes se lèvent et décident d'appuyer des choses. Mais est-ce que c'est appuyé d'une façon écologique? Au début, toujours. Et à un moment donné, la puissance instruit l'ego, et on finit par ne plus vouloir perdre la face. On ne veut plus s'adapter, on ne veut plus changer. J'ai déjà dit que si un jour, moi, j'étais au gouvernement, lorsque l'opposition amène quelque chose contre mon gouvernement, et que ça a de l'intelligence, je dis automatiquement à l'opposition, génial. Demain, on change tout, puis on prend votre idée. Là, l'opposition va tomber sur le derrière bien raide, et là, je vais même offrir au gars qui a ces idées-là de travailler pour mon gouvernement. Il ne voudra pas. C'est sûr, parce qu'il a son ego. Lui, il est dans telle bannière. Il n'est pas pour l'intelligence. Il est dans cette bannière-là. Et un jour, l'opposition va dire, oui, mais ils prennent toutes nos idées. Fait que votez plus pour eux autres, votez pour nous autres. Alors moi, je peux répondre, nous aussi, on a des bonnes idées. Mais on est le seul gouvernement qui prend les bonnes idées de n'importe qui, quelle que soit la bannière politique. Parce que le gouvernement, il est là pour quoi? Pour gouverner, c'est-à-dire pour diriger d'une façon écologique et intelligente ce que le peuple veut. Mais pour que le gouvernement sache ou dirige l'intelligence du peuple, il faut que le peuple sache où il veut aller. Donc, il faut que le peuple soit intelligent. On ne peut pas avoir un gouvernement intelligent tant qu'on n'a pas une société intelligente. Et la société intelligente, intellectuelle, on en a une. Une société intelligente, elle va naître lorsque chacun des personnes, lorsque chacun des hommes et des femmes et même des enfants vont être capables, lorsqu'ils voient quelque chose d'intelligent, de dire « moi, je suis pour ». Je ne fais que dire « je suis pour », c'est déjà quelque chose parce que c'est de l'énergie qui va pouvoir servir celui qui fait quelque chose. Si on a un personnage qui un jour s'en va dans un pays
prenons l'Afrique du Sud, pour aller dire que lui est contre. On va lui dire, et s'il dit lui, je parle au nom de 6 millions de personnes. Pas qu'on l'écoute. Et les 6 millions de personnes, ils ont juste dit, je compte, je compte, je compte. Lui s'en va là et dit, on est contre. On ne peut pas le tuer. On ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas rien y faire. Mais il est toujours tout seul. Parce que des personnes ont osé dire, j'étais contre. Donc, je suis pour le fait que tu ailles leur dire qu'on est contre. On a quelque chose d'intelligent ici, que ce soit une lutte anti-pollution, que ce soit telle ou telle chose, ça va coûter tant. Ça va coûter de l'argent. Donc, de l'énergie, de temps. Parce que lorsque vous travaillez, vous mettez de l'énergie, de temps et on vous donne de l'argent. Lorsque ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Êtes-vous en droit de respirer un air pur? L'homme va dire oui. Le gouvernement a le devoir de vous donner un air pur. C'est vrai. Mais le peuple a le devoir de donner au gouvernement la possibilité de donner le droit de respirer de l'air pur au peuple. Ça va coûter de l'argent. Êtes-vous prêt à payer pour un air pur? Ça va coûter ceci pour une chose intelligente. Êtes-vous prêt à payer pour l'intelligence? Plus souvent qu'autrement, on ne veut pas payer. Parce que, on va se faire fourrer encore. On va se faire fourrer encore? Êtes-vous prêt à payer pour vous assurer que l'homme, que le peuple ne se fera plus avoir? Êtes-vous prêt à travailler en fonction de donner des choses? Un jour, peut-être, dans un gouvernement, le parti de la relance va exister, chose qu'on a déjà parlé. Où on dit au peuple, vous avez une solution intelligente, amenez-la. On va l'étudier. Si ça a de l'allure, on vous donne 5 000 $. Puis si vous êtes prêt à venir travailler pour la diriger, on vous engage. Là, le peuple va travailler pour la société. Même ceux qui travaillent pour le 5 000 $ vont envoyer des idées. Et quand tu as 2 millions d'adultes qui t'envoient des idées, tu as toujours les bonnes idées dedans, plus toutes les autres. Mais le gars qui est en train de mourir à réfléchir pour tout le monde, puis qui se fait toujours blâmer d'avoir mal réfléchi, ben là, il va en avoir des idées à regarder. Il y a moyen, c'est pas cher, 5 000 $ pour avoir l'idée qui te permet de construire ta société. On a vu un Québécois cette semaine qui a inventé un petit gadget à 4 piastres, là, qui mesure l'alcool, le poids que tu as exactement. Il y a 3 facteurs qui font au bout que tu sais si c'est un danger, puis ça coûte 4 $. Tu sais. C'est des idées qui sont minimes, mais qui peuvent avoir des impacts quand même plus grands qu'on pense. C'est tout ce genre de petites idées que lorsqu'elles apparaissent quelque part, vu que personne n'y fait attention, parce qu'on regarde la catastrophe, ici, il y a eu un accident, il y a eu un meurtre, il y a un père qui a violé sa mère, bon, il y a un paquet de cossins. Puis toutes les choses anodines, qui souvent sont intelligentes. Est-ce que vous prenez le temps de lire les lettres ouvertes dans les journaux? On a quelques conneries. Mais on a des personnes de temps en temps que peut-être qu'on devrait juste leur communiquer pour leur dire, est-ce que vous avez écrit? Moi, je suis d'accord avec vous. Puis si un jour, cette personne-là se ramasse avec... je connais une personne qui a fait une conférence. C'était ce que je ferais avec $1 million. Elle a fait une conférence où elle a expliqué dans sa conférence que si elle avait ça, elle partirait à l'un des plus grands instituts de technologie parce que... Le lendemain matin, il y a un des conférenciers, une des personnes du public qui était là, qui l'a téléphoné pour lui dire « J'ai ton $1 million, j'aimerais te rencontrer. » C'était un grand patron d'une immense compagnie. Le gars est allé, ils ont jasé ensemble, il a bien expliqué ses choses, il a fourni des gestionnaires pour travailler avec, puis c'est une des plus grosses instituts maintenant qu'on a aux États-Unis, qui est parti comme ça. On est rendu à la pause. Merci beaucoup, Daniel. Et je vous rappelle que là, on va prendre une pause d'à peu près 20 minutes, une demi-heure. Si vous avez des questions, vous pouvez les apporter ici en avant. Et le spécial est toujours valide dans le sens que vous pouvez, avec le billet de l'achat de la semaine prochaine, vous